ce niveau-là, Robert, Oui. à ce niveau, devant la prison Jean-Casimir, juste dans notre salle, juste devant. Oui, ça, la prison. Jean Casimir n'était pas là en prison. Hein. Il était où alors? Non, parce que là c'était une prison. Oui, on a la preuve de ça. Très facile. Là, il n'y avait pas Jean Casimir dans cette prison. D'accord. C'était la prison où on mettait tout ce qu'on ramassait en ville, les ivrognes, les machins, et tout ce que tu veux. On les enfermait là. Il n'y avait pas de porte. Donc ici, ils rentraient par l'extérieur. Hein. Il y avait un trou d'aération au plafond. Et une petite fenêtre au fond avec des barreaux assez serrés, et des barreaux réglementaires, 10, pour qu'on puisse à peine passer le mec. Voilà. Donc ça c'est le cellier qui était chauffé, il y a une cheminée, l'emplacement de la cheminée là. Et ici il y a, si tu veux, une rétrospective de tout l'armement français, quoi. Hein. Jusqu'à 1914. Parce qu'on ne voit pas, mais elle est là, la vitrine. Début 17e et fin 14-18. Voilà. Et ici, tu as une porte qui a été bouchée, ici, qui a été murée. C'est moi qui l'ai murée, cette porte. Parce que c'était l'endroit où les charrettes venaient, c'était le quai de déchargement pour remplir le cellier. D'accord. Au niveau donc, juste du fond. Derrière la vitrine, là, voilà. Ouais. Tu le verras, il y a l'emplacement d'une porte. D'accord. C'était le quai de déchargement. Et c'est resté jusqu'à le quai de déchargement, il est resté là jusqu'aux années 75, 76. Hein. J'ai dû le boucher en 76, c'est moi qui l'ai fait. Avec des briques et tout ça, parce que il y avait une porte, mais les courants d'air pas possible, ça remplissait la pièce de poussière quand même de Mistral, donc il fallait trouver une solution. Et voilà. Là, cette porte, elle a été ouverte quand il y a eu des grands travaux à l'époque, vers les années 75. Voilà, pour permettre une circulation des visiteurs. C'est pas du tout une porte qui existait. Voilà. Je dis un petit bonjour à la maîtresse de maison. Des bisous, je coule l'eau, Marco. Ça va? Tu connais l'histoire? J'enregistre Robert. Voilà tout l'ensemble. Bon, le carrelage, ce sont des carreaux de Fénière, c'était pas comme ça les carreaux à l'époque. Hein. C'était des carreaux qui servaient sur les toitures. Ah, ça c'était des carreaux pour les toitures, ce que tu appelles les carreaux de Fénière? Oui. Fénière, d'accord, pour les foins, d'accord. Oui, on mettait ces carreaux dessus. Ils ont été récupérés, remis ici, parce que bon, ça va quand même bien avec le style. Hein. Ce style de... Arc diaphragme portant des dalles. Oui, c'est un style qui a été amené par les Templiers en Europe, hein, et qui est le style qui était pratiqué en Orient pour la construction, le soutien de ces voûtes. 13e siècle. Hein. Voilà. C'est un style, c'est pas dit que ce soit de cette époque-là. D'accord. D'accord. Tu as d'autres questions là-dessus? Bon, ça c'est les armes d'honneur. Prendre appui sur la pierre. Oui. Parce que là, elles sont pas tout à fait symétriques, ces arcs diaphragmes portant des dalles. Ils ont été doués pour l'époque de s'appuyer sur la pierre pour pouvoir avoir cette force de la structure architecturale. Parce que la pièce n'est pas complètement rectangulaire. Elle est rectangulaire mais en porte-à-faux. Elle n'est pas un rectangle vraiment nickel. Il y a des endroits où c'est plus large, où c'est un porte-à-faux. Alors donc il a fallu calculer l'ensemble, c'est pour ça que les voûtes ne sont pas identiques. Tu les vois là? Oui, je suis au courant. Hein. Voilà. Donc, tu le remarques d'ailleurs quand tu es là-bas. Alors donc, cette façon de porter les dalles, c'est une technique qui était pratiquée en Orient et qui a été ramenée par les Templiers. Alors, est-ce que les Templiers qui sont restés quelque temps au château ont construit cette pièce? Bon, on sait que les Templiers ont construit la chapelle Sainte-Catherine qu'il y a. Oui. Regarde, tu rigoles. Ah, je souris. Oui. C'est parce que je ne savais pas, Robert. Ah oui, parce que les Templiers ont été appelés par l'archevêque d'Arles pour s'installer en 1228.
pour venir faire la police dans les environs de Salon où les gens ne pouvaient plus cultiver, ne pouvaient plus se déplacer sans être agressés, tout ça. Alors l'archevêque d'Arles a fait venir un groupe de Templiers, avec un petit groupe de Templiers, ils n'étaient pas un peu nombreux, mais il y avait 40 turcopoles. Alors les turcopoles, c'était, si tu veux, des gens parce que le Templier, c'était un seigneur qui abandonnait tout à l'église pour le temple. Hein. Donc tous ses biens, il devenait Templier. Donc il devenait, si tu veux, soldat du Christ. Un soldat moine. Voilà. Non, un moine soldat. Un moine, c'était plutôt un soldat moine, parce Voilà. qu'il tuait des gens. Oui. C'était un soldat en premier et moine après. Voilà. D'accord. Nous sommes d'accord. Templier, oui. Voilà. Et les turcopoles, eux, c'était des gens qui n'avaient pas des moyens financiers pour faire des dons à l'église, pour pouvoir entrer comme templiers, mais qui étaient associés au temple. Comme si tu veux, ils pouvaient être soldats comme paysans. En général, les turcopoles faisaient les deux. Hein, on appelait ça les turcopoles parce que le terme turc vient de mercenaires. On y revient toujours. Voilà. Tout le monde pouvait être turcopole. Simplement, on portait l'habit blanc, on ne portait pas la croix. Voilà. Les turcopoles étaient très chrétiens et ils devaient donc respecter tout ce qui était chrétien à l'époque. Voilà. Ça, vers quelles années ça, Robert? Et en 1225 ou 1228 plutôt, ils sont restés quelques années, mais très peu de temps, parce que dès que la région a été assainie, en quelque sorte, ils se sont installés, notamment à Sonaillé, hein, parce qu'à Sonaillé, il y a des lieux comme Saint-Jean de Sonaillé, Sainte-Catherine à Salon, puisque Sainte-Catherine était une sainte dont ils avaient ramené les ossements d'Orient, et partout où s'installaient les Templiers, en général, ils faisaient une chapelle ou une église à Sainte-Catherine, qui était leur patronne en quelque sorte. C'est pour ça que Sainte-Catherine et Templiers, ça va quasiment ensemble. Est-ce que le dicton à la Sainte Catherine, tout bois prend racine, ça peut avoir une relation, Robert? Ça peut avoir une relation par rapport, oui, tout à fait, ça peut avoir une relation, bon d'abord climatique, hein, c'est évident. Parce que nous, c'était bien arborescent à l'époque, hein, paraît-il. Oui. Il y avait beaucoup de verdure autour du château. Ah ben oui, parce que le château était entouré de marécages à l'origine. C'est pour ça qu'ils l'ont installé là. Parce que c'était une espèce de grand paquebot sur un rocher. Un promontoire. Voilà. Et autour, entouré de marécages insalubres. Hein. Parce que la nappe phréatique est très basse. Parce qu'il y avait plusieurs rivières qui se jetaient dans les marécages de Salon, avant que ce soit assaini. Il y avait le Talagar, le torrent de Talagar qui remplissait les Canourgues. Les Canourgues étaient une espèce de lac marécageux et insalubre. Ensuite, il y avait les Aubes qui arrivaient par le nord et qui se jetaient au Bresson et toute cette partie-là qui était aussi le fameux lac des Bressons et les sources qu'il y avait, donc qui remplissaient aussi d'eau tous ces marécages-là. Et ensuite, il y avait le Val de Cuèche, et la source de l'Urian, qui allait se jeter de l'autre côté, ce qui rendait aussi insalubre la partie, la Monarque, tout ça. Voilà, tout ça, ça a été assaini pendant des siècles. Il ne faut pas oublier que les Canourgues ont été assainis par des moines. Les Canonges, c'est devenu Canourgues aujourd'hui. Hein, Canonge, ça veut dire moine, prêtre, ça se traduit comme ça. Et les Bressons, à Languedoc, c'est le berceau, c'est le lit. Donc, le lit de la rivière. Et ainsi de suite. Au Moyen-Âge, on a tout assaini ça
parce qu'on avait besoin de... les Aubes, par exemple, ont été canalisés soigneusement pour faire tourner certains moulins, comme le moulin de Châteauneuf à Salon, le Talagar de même. Parce que parfois, quand les étés, il y avait très peu d'eau au Talagar et pas assez dans les Aubes, on mélangeait au répartiteur Avignon, là, ce qu'on appelait le pont d'Avignon, on mélangeait les deux arrivées d'eau pour donner un peu plus de force à l'eau pour le moulin de Châteauneuf, pour qu'il puisse tourner aussi. À cette période-là, le vent de Cuèche, c'était pareil. C'était une rivière qui coulait toute l'année, alimentée par des petites sources un petit peu de partout. Alors là, c'est la partie du château. C'est mis par des moines, entre autres. Oui, toujours. Mais oui, on laissait les bonnes terres cultivables au peuple, et les moines, il leur restait du marécage, et eux, ils asséchaient les marécages pour en faire des terres qui étaient alluvionnaires, mais des terres maraîchères. Alors ça, c'est la photo de l'intérieur de la cour. Hein. Bon, tout ce qu'on peut y distinguer là-dedans, cette photo, c'est la descente à la cave, au grand cellier. C'était une cave, bon, ça a été une grande cave à vin. Alors sur divers inventaires des archevêques, on la mentionne, cette cave à vin, avec la quantité de vin qu'il y a dedans. Voilà, alors si on fait le total de la quantité de vin qui était stockée dans la cave, qu'on retrouve sur les inventaires, et le personnel qu'il y avait au château, on s'aperçoit que la consommation devait être considérable. Oui. Alors ici, cette porte-là, il y avait ici une montée d'escalier qui permettait d'accéder à l'étage. Alors, cette partie... Sous la tour Pierre de Croix, la première porte fermée. Ici, il y avait un escalier extérieur, qui a probablement été fait au XVIe siècle ou au XVe siècle. Ici, il faut savoir qu'il y avait un étage au-dessus de ça. Ça a été descendu d'un étage. Il y avait une grande pièce en haut ici, qui arrivait jusque-là. Au niveau de la tour Pierre de Croix. Voilà. Donc, il y a un étage supplémentaire. Voilà. Et ici, on voit le tracé dans le mur de l'étage supplémentaire de ce côté. Il y avait deux étages supplémentaires, un étage supplémentaire de chaque côté. D'accord. Alors, tour de Croix, alors, il y a une porte qui est ouverte dans la tour du Guet qui est ici, qu'on appelle tour du Guet, mais qui n'était pas du tout la tour du Guet, mais enfin, on l'appelle la tour du Guet. Il y a une porte qui était ouverte dans le mur pour accéder aux combles. Maintenant, ce sont des combles. Et quand tu es dans les combles, tu iras avec une lampe électrique, un appareil photo, et tu verras que tous les murs sont peints de fresques et de blasons, surtout de blasons au fond. Et c'est la pièce d'apparat du Seigneur. Tu vois? Et oui. Et là, il recevait. C'est pour ça que les murs sont pleins de tous les blasons, de tous les archevêques qui sont passés au château. Ils avaient fait faire ça, très belle pièce. Mais malheureusement, elle est massacrée, puisqu'elle était surbaissée pour mettre la toiture. Vers quelle époque ils ont peint ces blasons, Robert? Alors, c'est difficile à dire, parce qu'il y a certains blasons ils sont à moitié effacés, même très effacés, qu'on n'arrive pas à identifier. On pourrait le dater à partir du dernier blason peint. Eh oui. Voilà. Alors donc, ici, les fenêtres ont été surbaissées. Hein? Donc, les étages étaient différents. Ce linteau ici, il est là, normalement. D'accord? On l'a baissé d'1 mètre. Et on l'a mis plus bas. On a baissé de 80 cm la salle du jeu de paume. Oui, voilà. Le niveau dans la galerie Renaissance, c'est pour ça, c'est ça, Robert? Entre autres, voilà. Parce qu'il y avait un étage supplémentaire. D'accord. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Ça, c'est l'emplacement de la grande cheminée qui était dans la salle du jeu de paume, là. Ça, c'était la salle du jeu de paume, là. Pourquoi le jeu de paume? Parce que c'était la salle d'escrime au départ.